Bonjour, aujourd'hui je vais vous introduire, comme j'ai pu le faire l'année dernière ou il y a 2 ans, les arithmétiques pyramidales. Mais aujourd'hui je ne vais pas vous introduire tout de suite comme ça par une pyramide. D'abord je vais vous donner l'idée. En gros, l'idée, excusez-moi, d'abord je mets bien le tableau, comme ça c'est bien. L'idée, l'idée ça sera, on va dire, de partir sur une arithmétique avant tout multiplicative. Ce qu'on sait, on a le théorème fondamental de l'arithmétique qui dit que tout nombre n se décompose en produit de facteurs premiers. On va dire le produit de pi de i égale 0 à k de pi puissance alpha i. Avec pi étant des nombres premiers. Alors les nombres premiers, on sait ce que c'est 2, 3, 5, 7, 11, etc. Donc tout nombre se décompose comme ça en produit de facteurs premiers, ça c'est connu. Et de manière unique, dans l'arithmétique normale, de manière unique, par exemple, si on prend 63, par exemple, on sait que c'est égal à 3 fois 21. C'est égal à 3 fois 21, donc c'est égal à 9 fois 7, quoi, ou 3 au carré fois 7. Là, on a 3 décompositions différentes, mais c'est les mêmes, parce qu'à chaque fois, là, il y a 3 fois 7, qu'on décompose à la fin totalement en produit de facteurs premiers, où à chaque fois on a des nombres premiers et l'exposant premier, on sait que... Non, les exposants pas premiers, excusez-moi. Les exposants entiers, on sait que la décomposition est unique. Donc la décomposition, quand on dit qu'elle est unique, voilà, c'est comme ça. Il y a un produit, là, il y a un produit, ici c'est des nombres premiers, les PI c'est tous des nombres premiers, il y en a un nombre fini. On verra si on peut aller plus loin dans les séries infinies. Bon, pour l'instant, on a un nombre fini de nombres premiers. Et les exposants sont des exposants entiers. Ça, c'est pour les entiers naturels, positifs. Bon, les négatifs, c'est pareil, on inverse, on met juste à moins. Mais pour l'instant, on va rester nous sur les positifs. Nous, on va faire une étude des nombres positifs. Alors, l'idée, c'est donc de partir que n, nombre n, il est composable donc, en produit de facteurs premiers, comme ça, paf, de manière unique, que c'est donc le théorème fondamental de l'arithmétique, c'est-à-dire que tous les nombres pouvant s'écrire comme ça, c'est une deuxième façon de définir les nombres entiers en tous les cas. Parce que nous, on connaît la définition 2 est égal à 1 plus 1, 3 qui est égal à 2 plus 1, 4 est égal à 3 plus 1, on connaît l'histoire. Hein. On fait toute une histoire alambiquée pour définir ça avec des ensembles, des trucs complexes, sauf que bon, à la fin, c'est très bien que c'est ça. Hein. On définit les choses de manière additive. Là, on définit les choses de manière multiplicative. Après, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas d'addition. Hein. Je veux dire, à partir du moment où on utilise ici des ordres, des trucs comme ça, il y a forcément l'usage toujours quelque part d'un ordre, donc d'une addition, de quelque chose comme ça. Donc on va définir le nombre de manière multiplicative, auquel on va de plus rajouter un ordre. Donc on va rajouter donc un ordre justement, mais l'ordre ce ne sera pas un ordre additif, ce sera un ordre juste d'ordre. Et alors, on peut redéfinir comme ça les entiers naturels, d'accord? Mais peut-être qu'on va essayer de faire différemment. Alors le principe, l'idée sous-jacente de point de départ, c'est de dire, bon ok, soit un nombre P, on prend un nombre P, soit un ensemble P de nombres, excusez-moi, soit un ensemble P de nombres premiers, soit P égale l'ensemble des PI appartenant à R, plus, étoile. Donc on prend des nombres réels positifs, soit P égale l'ensemble des PI, on a choisi, hein, les PI on les choisit, on en prend un nombre fini, ou infini, dit distinct, soit P l'ensemble de nombres positifs. Est-ce que si on définit l'ensemble des produits, après on définit un deuxième ensemble, on va l'appeler n bar. Si on définit n bar l'ensemble des produits de PI puissance alpha i de i égale 0 à k. Bon, après, il faut définir k, il faut définir i, pi, l'ensemble des pi, avec les pi appartenant à sous-ensemble de p. Bon, on comprend. On prend un sous-ensemble fini à chaque fois de nombres. Voilà, je ne vais pas vous écrire tout le truc, parce que c'est chiant à écrire tout le truc. Vous comprenez, on va prendre l'ensemble des produits de ce nom, des produits possibles qu'on peut générer avec ça. On va générer multiplicativement, on va générer l'ensemble des nombres possibles positifs. C'est pas forcément de manière un groupe, mais
parce que pour l'instant, c'est pas encore un groupe, parce que pour arriver à un groupe, il faudrait les exposants également négatifs. Bon, on peut rajouter également les exposants négatifs. Bon, en gros, on va générer à partir de ça, PI, à partir de R plus étoile, donc avec cet ensemble de nombres premiers choisis, on va générer l'ensemble des produits possibles de ces nombres, avec l'exposant. Là, on aura un ensemble. Alors déjà, il faudra savoir si la décomposition est unique, premièrement. 1. Décomposition est-elle unique? 2. Quel est cet ensemble? 3. Et les pays, on va les ordonner. Pays inférieur P1 inférieur à P2. On va les ordonner parce que dans R plus étoile, bon, il y en a un ordre. Quand on prend R plus étoile, on prend les nombres usuels de R plus étoile. Donc les nombres usuels de R plus étoile ont un ordre, l'ordre usuel. On va partir de cet ordre usuel que l'on connaît archimédien. Archimédien à la fois additivement mais également multiplicativement, mais même si c'est moins connu. Et donc, on peut partir de cet ordre-là et alors voir l'ensemble qu'on crée ici, également quel est son ordre. Donc, le principe des pyramides, quand je parle de pyramides, c'est deux choses. 1. Étudier les décompositions comme ça de facteurs premiers en prenant des nombres premiers, mais au hasard. En gros, c'est plus 2, 3, 5, 7, 11. C'est par exemple 2,43 exponentielle pi. Et on prend que des nombres comme ça, pour les nombres qu'on veut. Et on va déterminer, premièrement, dans quel cas la décomposition en facteur premier est unique. Ça veut dire, avec ça, on a une décomposition en facteur premier unique, c'est bien. Dans le deuxième cas, quels sont les ordres qu'on obtient, quelle est la forme de l'objet. Alors, savoir si la décomposition en facteur premier est unique, oui. Il y a des autres ensembles pour lesquels la décomposition en facteur premier sera également unique. Pour tous les nombres qu'on peut générer. Donc, il n'y a pas qu'avec l'ensemble des nombres premiers qu'on y arrive. On peut y arriver avec d'autres ensembles. Par exemple, si on prend l'ensemble... Bon, on verra ça plus tard. On n'a pas besoin de donner un exemple. Alors, ça c'est bon. Après, il reste encore un troisième point. Là, c'est qu'une introduction. On fera les cours plus tard. Alors, quand même, je vais lister les points. Donc, 1, on choisit des ensembles arbitraires. Déjà, on fait des ensembles nouveaux. Ensemble premier nouveau. Ensemble premier nouveau. 2. On étudie les produits, donc on étudie des compositions uniques. Ça, c'est un point important. Hein. En gros, si elle n'est pas unique, c'est qu'il y a une liaison. Et on va essayer de faire tomber toutes les liaisons. 1, des compositions uniques. 3, l'ordre. Quel est l'ordre? Quel est l'ordre qui sort de ça? Alors, après, je pense à un truc, excusez-moi. Je vais essayer de me rappeler ce à quoi je pensais. Je vais nettoyer ça pendant le temps. Parce que moi, j'aime pas trop faire des coupures comme certains youtubeurs. Même si là, on voit pas ma gueule, ça serait facile à couper. Mais j'aime pas, tu fais 1000 coupures à la fin, c'est pas joli. Quoi. Tu dis, putain, il coupe. Oh, faut arrêter de couper, quoi. Ouais, oh. On croyait que c'est le butcher dans New York, Gang of New York. Tout avant ça coupe. Faut arrêter de couper un peu les youtubeurs, là. Oh. Pensez quand, les mecs, s'il vous plaît. Alors, j'en étais où? Que je me rappelle, l'idée. Donc, décomposition unique, est-ce que c'est important? Oui. L'ordre, oui. L'ordre. Et le troisième point, j'ai oublié. Peut-être je vais devoir couper. Je coupe, là, à ce moment-là. Et quand ça me revient, je vous le dis. Ouais, ok, voilà, bon, excusez-moi, ça va plus de 3 secondes pour me rappeler. Non, parce qu'il y a un autre point qui est important. Hein. Et c'est un point fondamental. Après, il faudra déterminer les autres nombres. Donc, on part 1 de l'ensemble P. Avec l'ensemble P, qui est l'ensemble de départ du nombre premier, qu'on choisit. Avec ça, on détermine un ensemble n bar. Je l'appelle comme ça. Alors, lui, là, on aurait pu l'appeler P bar aussi. Genre P, on prend choisir l'ensemble P. On définit un ensemble n bar de nombres entiers. Après, ce qu'on peut définir également, c'est important, c'est l'ensemble Q bar. Des nombres... Mais le problème, c'est que c'est pas additif, on est d'accord. Hein. Faut pas faire l'erreur de penser... En fait, l'ensemble n bar qu'on définit, c'est l'ensemble de nombres positifs. Entiers positifs. L'ensemble Q bar qu'on va définir, ça ne sera pas à base de fraction, parce qu'on part déjà de manière multiplicative. En fait, c'est qu'on ne va pas définir z. De n bar, on va tout de suite à Q bar. Alors que d'habitude, d'abord, on part de n pour aller à z, puis de z à Q. Là, on va de n... Excusez-moi, j'ai rattrapé le stylo. On va de n bar à Q bar. Et par fraction, justement, parce que voilà, il n'y a plus qu'à diviser. On est en train de multiplier, autant diviser. On définit Q bar. Et après seulement, de Q bar,
on va introduire des séries infinies, des produits infinis. On va essayer de voir. On va essayer de voir quoi? Complétude. On va essayer d'étudier la complétude pour donc méthode de Dedekind ou méthode. Essayer de rajouter des nombres pour arriver à l'ensemble R-bar. Alors là, l'ensemble R-bar qu'on obtient, est-ce que c'est le même que l'ensemble de départ ou pas? Ah, c'est la question qu'on va se poser aussi. Alors, est-ce qu'on va avoir le même ensemble? Est-ce qu'on aura le même ensemble ou est-ce qu'on aura un ensemble nouveau? Si ma tête est un peu déformée, c'est peut-être parce que je compte déformer le truc là pour que ça apparaisse mieux à l'écran. Alors, complétude R-bar. On est d'accord, c'est le principe. L'ensemble de première, on le choisit. D'ailleurs, elle peut être finie, hein. Il peut y en avoir que deux. Fini ou infini. Pas, on définit N-bar. N-bar, bon. Q-bar, complétude R-bar. Après, ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, on pourrait y arriver en fait en toute dimension, mais on aura tout le temps des arithmétiques un peu différentes. Et elles ne seront pas forcément linéaires comme la nôtre. N, il est très linéaire. N, bon, c'est très linéaire, c'est très bien réparti. On verra que la plupart du temps, quand on a un nombre fini de dimension, non, c'est... Si dans P, il y a un nombre fini de nombre premier, ça ne sera pas linéaire, dans le sens où, à partir du moment où on dépasse le dernier nombre premier, bah après, non. Alors, dans N, c'est linéaire, parce que, pour deux raisons, c'est linéaire parfaitement. N, 1, c'est parfaitement linéaire. 1, parce qu'il y a un nombre infini de nombres premiers. Vraiment. 2, parce qu'ils sont répartis de telle manière que c'est linéaire. Et pourquoi ils sont répartis de telle manière que c'est linéaire? Parce que, justement, N est déterminé et bâti de telle manière que, dès que ça ne peut pas être linéaire, il rajoute un nombre premier. C'est pas plus compliqué que ça. On arrive à 60, par exemple. T'arrives à 60, tu pourrais aller tout de suite à 62, t'es d'accord? Alors, il n'y a pas... Non, on va à 62. Non. Pour que ça reste linéaire, l'ensemble N rajoute le nombre premier 61. C'est pour que ça reste linéaire qu'il rajoute 61. Sinon, nous, on pourrait faire pareil. On part de l'ensemble des nombres premiers, on ne met pas 61. On ne le met pas. On dit, ok, on ne le met pas. On définit tous les nombres, on ne met pas 61. Ça sera tout à peu près linéaire, plus ou moins. Mais il manquera 61 et tous les facteurs également. Et tous les facteurs de 61. Et à ce moment-là, on a une forme de perte de linéarité. Et l'ensemble N, s'il garde sa linéarité, c'est parce que justement, c'est pour cette raison-là, parce qu'il est bâti ainsi, c'est comme ça qu'on l'a construit, parce qu'on l'a construit additivement, justement, et qu'après on l'a utilisé en premier. Donc c'est parce qu'il arrive là, on arrive à 61, crible d'Eratosthène, hop, tu dis 61, il est premier, alors soit tu le mets pas, si tu le mets pas, c'est plus l'ensemble N, c'est un autre ensemble. Si tu veux que ça reste l'ensemble N, tu le laisses, et c'est comme ça. Donc c'est pour ça que c'est linéaire dans notre cas, N. C'est pour ça que dans la plupart des cas qu'on utilisera, ce ne sera pas forcément linéaire, même si un nombre infini. Par contre, on pourra faire semblant que ce soit linéaire. Et ça me fait beaucoup penser aux masses des particules, la masse relativiste, la masse en physique, parce qu'il y a une forme de perte de linéarité dans les petites échelles. On s'en rend compte dès qu'on étudie les quarks, les protons, tout ça, il y a une sacrée perte de linéarité de la masse dans les petites échelles. Alors que la masse est très linéaire dans les hautes échelles. Haute échelle, on ajoute, c'est très linéaire. Je mets 2 steaks sur ma balance, j'en rajoute un troisième steak. Bof, le poids de 3 steaks, c'est la somme des steaks plus le steak, on est d'accord. On rajoute des steaks sur une balance ou pas des steaks. Si tu vas rajouter des kilos de farine, tu mets 2 kilos de farine, tu rajoutes 1 kilo de farine, tu as 3 kilos de farine. On est d'accord, sur la balance, c'est très linéaire. Dans le sens où ça s'ajoute très bien, c'est très linéaire. Alors qu'en petite échelle, on se rend compte qu'aux petites échelles, en physique, il y a cette perte de linéarité. C'est pour ça que je vous invite à étudier ce genre de questions, parce que c'est un très bon moyen de penser une arithmétique où il y a une forme de perte de linéarité aux petites échelles. Bien entendu, les physiciens l'expliquent, la perte de linéarité de la masse aux petites échelles. Ils l'expliquent, bien entendu. Mais il explique d'une méthode, ça ne signifie pas qu'on ne peut pas l'expliquer d'une autre manière. Dans le sens où il y a toujours des fois plusieurs interprétations, plusieurs façons. On l'explique par des énergies cinétiques, des énergies comme ça. J'ai un autre problème, c'est qu'en physique, moi j'ai toujours pensé que les énergies cinétiques, les énergies potentielles, toutes ces énergies-là, c'est des artifices de calcul. C'est beaucoup d'artifices de calcul dans le sens où est-ce que ça existe intrinsèquement ou est-ce que ça existe surtout pour les calculs, pour les équilibrer. Ça existe bien entendu, l'énergie cinétique, on se prend un camion dans la gueule, on sent qu'il y a l'énergie cinétique, bien entendu. Mais quand même, ça sert... c'est pas des propriétés intrinsèques des choses, dans le sens, surtout l'énergie potentielle, bon, la pomme elle est suspendue à l'arbre, ok, d'accord. L'énergie potentielle de la pomme, c'est en référence surtout à la planète, je veux dire. Donc c'est vraiment par relation. Et donc, on explique surtout par cette méthode-là, c'est une méthode qui est correcte, c'est une méthode qui est juste.
Mais c'est peut-être pas la seule explication, ni la plus élégante pour expliquer cette perte de linéarité, donc des masses aux petites échelles, donc qui sont expliquées généralement par des problèmes, en tout cas pour les quarks de la gluon, c'est expliqué par l'énergie cinétique liée au gluon, parce que bon, c'est des sortes de ressorts gigantesques, bon ok d'accord, ouais, bien. Ok, pour les protons et les neutrons, bon, pour des questions de E égale MC2, je crois. Enfin, il y a toujours des explications très complexes. À la fin, ils arrivent au bon calcul, c'est sûr. C'est sûr qu'ils arrivent au bon calcul, bien entendu. Parce que les équations sont correctes et que la théorie est à peu près correcte à cette échelle-là. Donc, tu arrives au bon calcul, bien sûr, mais peut-être qu'on peut faire des nouvelles théories avec des nouveaux principes qui peuvent expliquer les mêmes choses, mais des fois mieux. Donc moi je propose d'étudier donc une arithmétique qui est une perte de linéarité aux petites échelles ou grandes. Bon, le problème c'est que dans mes arithmétiques, quand je fais ça, la perte de linéarité c'est plutôt aux grandes échelles comme petites, on est d'accord. Et peut-être que bon, j'ai pas utilisé aussi toutes les arithmétiques possibles qu'on peut faire. Alors déjà, on va partir là-dessus. Ça c'est la première vidéo d'introduction, on l'a fait plutôt courte. Après, on va passer tout de suite dimension 2, parce que dimension 1 c'est chiant comme la mort. Dimension 1, si vous voulez la faire, c'est l'œil d'Horus. Vous lisez l'œil d'Horus, vous lisez un livre, Mythe d'Égypte. Œil d'Horus, c'est la dimension 1. C'est pas plus compliqué. Moi, je passe à la dimension 2 de suite, après la dimension 3, après la 4. Et vous verrez que dès qu'on arrive à 4, 5, ça devient extrêmement déjà compliqué, mathématiquement, dans les calculs. Et on est censé arriver à la dimension infinie, mais bon. Dimension infinie, bon, il faudra le faire. Hein, mais moi, je ne suis pas von Neumann. Hein. Allez, ciao!